On est parti à pied en direction du camp de Birkenau. On nous a dit, vous savez, ici vous rentrez par la porte, mais vous n'en sortirez pas la cheminée. Même à l'heure actuelle, les gens encore ont du mal à s'imaginer comment ça fonctionnait. Speech. J'avais 11 ans en 1939. Mes parents ont émigré de Pologne, chassés à cause de l'antisémitisme. On avait déjà tout le reste de notre famille qui avait émigré en France et qui écrivait à mes parents que c'était le pays de la liberté, de la démocratie. J'étais déporté le 2 septembre 43 et le voyage a duré pratiquement 2 ou 3 jours. On s'est trouvé propulsé dans ces wagons à bestiaux à 70-80 personnes. Le premier jour, les personnes âgées commençaient à tomber par terre. Le lendemain, le tonneau s'est renversé. Alors on a fini dans les excréments. Et puis le troisième jour, le train s'est arrêté. On avait l'impression qu'on était rentré en enfer parce que on voyait des cadavres le long de l'allée centrale, on voyait des chiens qui couraient après des femmes qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. On voyait bien qu'il y avait de la fumée qui sortait. Alors nous, comme on nous avait dit un camp de travail, on a cru que c'était une usine. On nous a dit, vous savez, ici vous rentrez par la porte, mais vous n'en sortirez pas la cheminée. Tant que vous pourrez travailler, ça ira. Mais le jour où vous ne pourrez plus travailler, vous finirez comme les autres. Il n'y a aucune possibilité de survie ici. Elles nous ont rasés entièrement et elles nous ont tatoué un numéro sur le bras. On n'avait plus d'identité, c'était le numéro qu'il fallait donner. Vous savez, apprendre ça en l'espace de si peu de temps. 58 319, mais en allemand c'est 58.319. On s'est retrouvés dans des grandes baraques qui contenaient à peu près 700-800 personnes. Vous savez, avec des chalets les uns contre les autres, enfin des cages à lapins. La première nuit, on entendait hurler, des cris, des gens qui devenaient fous, des gens qui mouraient, qui tombaient. Vous savez, quand vous arrivez au bout de 24 heures dans ces conditions-là, à 5 heures du matin, donc les chefs de bloc, ils arrivaient à coups de matraque pour faire sortir tout le monde. Il fallait déjà sortir des personnes qui étaient mortes dans la nuit. Alors, vous savez, quand vous avez 15 ans et que vous commencez à charrier des cadavres, le très peu de forme de solidarité que c'était entre nous, là, un petit groupe de Françaises, avec mon amie Marie, là, que je parle dans le livre. Mais vous savez, on n'avait pas grand-chose à échanger. Il y avait des transports qui arrivaient de le Repentir, il fallait agrandir le camp. On nous donnait des brouettes en bois, il fallait mettre des pierres dedans, des planches de bois, des fils de fer, enfin des tas de trucs. Et ça 12 heures par jour. Et le soir, il fallait qu'on ramène les personnes qui ne pouvaient plus marcher ou qui étaient mortes. Qui sait qui pouvait imaginer? Même à l'heure actuelle, les gens encore ont du mal à s'imaginer comment ça fonctionnait. Et puis finalement, on s'adapte. On n'a pas le choix. Le soir, quand on rentrait, on avait quartier libre, si vous voulez, pour aller aux toilettes, ce qu'on appelait les latrines. Alors, vous voyez, c'était les mêmes genres de grandes baraques avec des trous. Là. Et puis un soir, dans cette baraque, j'ai vu arriver ma sœur. Je ne l'ai pas reconnue. C'est elle qui est venue vers moi. La première chose qu'elle m'a fait, elle m'a donné une paire de claques. Elle me disait, j'étais sûre qu'avec ton caractère, tu allais finir par arriver ici. Et puis finalement, après, elle m'a pris dans ses bras. Donc je suis resté avec ma sœur là jusqu'en avril 44. Et puis un matin, il y a quelqu'un qui est venu me dire, tiens, ta sœur, elle n'est pas sortie à l'appel. Alors j'ai été voir et j'ai trouvé ma sœur allongée sur un grabat. Alors je lui ai dit, écoute Fanny, il faut pas rester là, il faut sortir de là. Elle me dit, non, laisse-moi. Elle dit, j'en peux plus. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir tenu aussi longtemps. Tiens le coup le plus longtemps possible. Et si tu as une chance de revenir, raconte ce qui nous est arrivé pour pas qu'on soit les oubliés de l'histoire. Et elle m'a, pendant au moins 5 minutes, elle m'a... Je ne sais même pas la force qu'elle avait pour me tenir en me disant « Tu t'en vas pas sans me promettre, tu me promets que tu raconteras. » Bon, voilà. Et quand je suis revenu, le soir, elle n'était plus là. J'avais 15 ans et demi. Je m'étais mis dans la tête que je ne pouvais pas mourir à 15 ans, il fallait que je revienne. C'est, vous savez, une idée fixe. On est arrivé comme ça jusqu'en janvier 45. Nous, on est parti le 17 janvier, les Russes ont libéré le camp le 27 janvier. Alors on s'est traîné sur les routes et croyez-moi, on en a laissé du monde sur la route. Parce que sitôt qu'il y en avait une qui sortait du rang, qui s'écroulait, il y avait un SS qui venait et puis une balle dans la nuque. On a été transbahuté comme ça de camp en camp. De janvier à mai, Birkenau, Bergen-Belsen, Flossenburg. Et là, on est reparti sur Mauthausen en Autriche. Et la capitulation des Allemands, ça a été le 8 mai 45. Alors là, on a été libérés par les Américains. Et puis, on avait attrapé le typhus, donc ils nous ont soignés sur place. Puis ensuite, on a été rapatriés sur la France. Quand ils nous ont pesé, je faisais plus de 32 kilos. Alors vous savez, avec les cheveux rasés, on était quand même
reconnaissable. Alors les gens arrivaient vers nous en disant: «Oh bah, racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé?» Quand on a commencé à parler, on lisait l'incrédulité dans leurs yeux en disant: «Oh, vous êtes devenues folles, vous racontez n'importe quoi, c'est pas possible». Enfin, on a pratiquement été culpabilisés parce que je me souviens un bonhomme qui m'a dit: «Vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres, hein?» Comme je vous dis, on était devenus transparents comme si on n'avait jamais existé. Et ça a duré plus de 30 ans qu'on n'avait pas eu le droit à la parole. Personne n'a voulu nous croire. Bon, entre-temps, j'ai connu mon mari, je me suis marié, j'ai eu des enfants, bon, et on n'en parlait toujours pas, hein. Ah, moi, j'ai commencé à témoigner en 82-83. Et quand on a commencé à témoigner, il y a eu des négationnistes, des révisionnistes. Les négationnistes, c'est moins dangereux parce qu'ils ne peuvent pas nier l'évidence. Maintenant, il y a eu trop de choses de dites et de vérifications pour dire que ces camps-là ont bien existé. Mais c'est les révisionnistes, vous savez, c'est du bouche à oreille, hein, l'histoire. Si on ne laisse pas la mémoire derrière nous, il y aura personne pour les contredire.